Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Une autre vision des choses. Je m'appelle Sandrine Duran, je suis thérapeute et j'ai créé la méthode de libération du tissu conjonctif. L'acronyme c'est MLTC. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la MLTC en compagnie d'une de mes élèves, Marie-Charlotte Ténier, qui est orthophoniste, pour voir justement comment ce mode de travail, ce système de croyance que vous pouvez déjà aller appréhender grâce aux épisodes précédents, eh bien, peut être utilisé, peut être la base de travail en fait de pratiquement tout ce qui existe au niveau thérapeutique. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour Sandrine. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous parler un petit peu de ton histoire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as probablement travaillé sur toi, comment on s'est connu, ton métier d'orthophoniste, enfin, tout ce qui va intéresser, le public. D'accord. Donc, je m'appelle Marie-Charlotte, j'ai, on va dire, une quarantaine d'années. Ça fait maintenant plus de 16 ans que je suis orthophoniste. Pour ce qui est de notre rencontre, donc, effectivement, depuis toujours, on va dire, je me sens différente, je me sens bizarre. Donc, j'ai, depuis de très nombreuses années, toujours été, on va dire, dans une recherche thérapeutique pour moi, pour un peu comprendre comment je fonctionnais, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi. Et quand je rencontrais des thérapeutes, souvent j'en ressortais avec soit la sensation que la personne m'avait dit exactement ce que j'avais envie d'entendre, mais qui ne me faisait malgré tout pas plus avancer que ça, soit que on tournait en rond parce que je ressortais avec la sensation que c'était moi le problème. C'était comme s'il y avait toujours cette idée de vous êtes, vous êtes intelligent, vous avez les outils pour vous en sortir. Si vous ne vous en sortez pas, c'est un peu de votre faute. Il y avait ce côté-là dans ce que je pouvais ressentir des différents thérapeutes que je pouvais rencontrer. Et Dieu sait que j'en ai rencontré des divers et variés parce que je viens d'un contexte, on va dire, familial assez spécial, avec, on va dire, des personnalités difficiles que Est-ce que je me j'ai. permets de te couper? Est-ce que tu peux justement nous parler de ton histoire, c'est-à-dire ton enfance, ton contexte familial, qu'est-ce qui a amené à faire que tu t'es posé un peu ces questions-là et peut-être comme la plupart des très très grands hypersensibles et ou autistes, on a l'impression de se sentir justement extraterrestre et déconnecté un petit peu du monde et des gens qui nous entourent. Justement, par rapport au terme que tu viens d'utiliser, la d'hypersensibilité, moi, c'est un terme que j'ai connu, on va dire quasiment grâce à toi, parce que avant, on me parlait d'hyperémotivité, mais l'hypersensibilité, on m'en avait jamais parlé. Et quand j'ai découvert l'hypersensibilité, ça a été pour moi, on va dire, une forme de révélation avec toi. Au niveau de mon vécu familial, j'ai toujours eu, on va dire, un contexte familial bizarre où il y avait des choses qui étaient, on va dire, atypiques ou dysfonctionnelles. On choisit un peu le terme qu'on veut, mais pour moi, c'était normal. Donc, il fallait pas poser de questions. Je sentais que surtout, il fallait pas venir gratter, avec beaucoup de maladies au niveau de ma famille, des grands-parents qui étaient malades. Enfin, mon grand-père d'ailleurs, c'est grâce à lui, si on veut, que j'ai eu cette vocation à devenir orthophoniste parce qu'il a eu un très très grave accident. Et c'est quand l'orthophoniste est venu le voir à la maison, j'ai habité chez mes grands-parents, ça fait partie des choses aussi un peu étonnantes, on va dire. Mes parents étaient un peu séparés, mais pas vraiment séparés. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient un peu boueuses, un peu bizarres. Et j'ai compris après un peu d'où ça venait. Mais à cette époque-là, c'était dans la norme et il fallait surtout ne pas poser de questions. Donc à la fois, je me posais plein de questions, je ne comprenais pas plein de choses, mais il y avait tout plein de pans de mon histoire, je ne pouvais pas poser de questions, je n'avais pas le droit de poser de questions. Et donc pour reprendre par rapport au contexte familial, donc il y a eu effectivement l'accident très grave de mon grand-père. Depuis enfant, je suis, on va dire, connectée. Enfin, c'est pas que je suis connectée à des choses, mais qu'il y a ce côté d'intuition très important. Quand j'étais enfant, donc à nouveau, il y a eu un décès dans ma famille. J'ai vu cette personne après son décès pendant très longtemps. J'en parlais sans en parler parce que ça se disait pas encore. Depuis petite, je vais voir des magnétiseurs, ma mère m'emmenait voir des énergéticiens,
des médiums aussi. Ah oui, donc c'est quelque chose qui était ancré dans ta famille quand même? C'était quelque chose qui était ancré dans ma famille avec des questions métaphysiques, clairement, parce que, il y a toujours eu cet, intérêt, on va dire, pour des choses, si on veut dire ésotériques ou métaphysiques ou avec des questionnements philosophiques. Mais je sentais que ça nageait dans la colle, que ça n'allait pas plus loin et que ça créait encore plus cette sensation, moi, d'être complètement décalée. Quand j'étais adolescente, je faisais très souvent des rêves où j'avais l'impression de sortir de mon corps. Alors, j'ai compris après que c'en était pas, mais je me sentais voler, je me sentais aller dans des endroits un peu bizarres et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et personne n'arrivait à me donner d'explication. Pareil, étant jeune adulte, j'avais eu un épisode quand j'avais commencé mes études où j'avais des ressentis de gens autour de moi et pendant plusieurs semaines, et ça a été quelque chose pour moi de très traumatisant. J'avais l'impression qu'il y avait un pendu dans mon appartement. Donc bien évidemment, j'ai consulté parce que c'est pas quelque chose, on va dire, qui est normal. Et la réponse, c'est: «Bah madame, vous êtes folle, c'est dans votre tête». Et pendant des semaines, j'ai vécu avec la terreur de percuter ce pendu dans l'entrée de mon appartement. Je savais qu'il y avait pas de pendu, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose. Donc ça a été beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de questionnements, beaucoup de remise en question, mais qui étaient, à mon sens, enfin, je voyais bien que je n'avançais pas. Je n'avançais pas. Et donc, la rencontre avec toi, elle est venue aussi après une autre encore thérapie avec encore une autre personne qui m'avait fait comprendre que le problème venait de moi. C'était quelqu'un de très manipulateur. En plus, pareil, je l'ai compris après. J'étais en plus dans une situation, dans une période de vie où je venais de perdre quelqu'un de ma famille. J'étais en cours de séparation avec le père de mes enfants. Et on me demandait d'être dans l'amour, on me demandait d'être dans partager des bouquets de fleurs, de faire confiance à la vie, alors que moi j'avais juste des envies de meurtre, alors que je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas quelqu'un de d'agressif. Et je ne comprenais pas cette dissonance en moi, cette dichotomie. Pareil avec mes enfants, parce que j'ai des jumeaux. Je voyais bien que des fois j'avais des comportements qui étaient mais délirants et je n'arrivais pas à les contrôler, je n'arrivais pas à les maîtriser. Je savais intellectuellement ce que je devais faire, mais j'en étais émotionnellement incapable. Donc tout ça a fait que j'ai commencé à me renseigner aussi sur la manipulation, sur l'hypersensibilité, dont on a commencé à parler, on va dire, autour des à peu près en 2010. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une publication sur Facebook où on parlait de toi. L'emprise, de la manipulation perverse, de la, des personnes toxiques. Et là, moi, direct, dans ma tête, ça fait clink, clink, il y a un truc qui s'est allumé. Et voilà comment je t'ai rencontré. Oui, parce que c'est vrai que alors moi ça se voit pas et ça s'entend pas forcément, mais j'ai eu le diagnostic très tard. Moi aussi, j'avais 40 ans passés de l'autisme, enfin de l'autisme Asperger et c'est vrai qu'on en parle plus maintenant, même si c'est encore pas extrêmement répandu. Alors on en parle de plus en plus parce qu'on le voit ne serait-ce que dans les je dirais dans les séries à la télé ou dans les films avec des personnes, on va dire très atypiques, mais ça pousse à l'extrême le côté atypie autour de tout ce qui est HPI, TDAH, autisme et cetera et cetera. C'est vrai qu'il y a beaucoup enfin, il y a de plus en plus de séries télévisées, françaises ou autres, hein, qui mettent, on va dire à l'honneur des héros, qui sont un peu comme ça. Mais c'est vrai que on a encore un système, général où la plupart des thérapies, des thérapeutes, soit sont pas au fait de ce qu'est vraiment l'hypersensibilité ou l'hyperactivité, soit effectivement ne prennent pas en compte tout ce qui est autour de ça et moi je l'ai vécu à travers l'autisme, on souvent, alors je mets ça entre guillemets, mais il va y avoir la caricature de Rain hein, donc de l'autiste, qui est surdoué, je sais pas pour les maths ou pour certaines choses, mais on va pas parler de l'autiste ou de l'hypersensible, qui va avoir un super pouvoir comme je dis aux gens, parce que pour moi c'est un super pouvoir, mais que souvent, et c'est un peu ce que tu décris, on peut vivre comme une malédiction, ben, parce qu'on voit l'aura, on voit les êtres décédés,
on peut communiquer avec, les arbres, les animaux, avoir effectivement, comme c'est mon cas, des discussions avec, on appelle ça comme on veut, des êtres, éthérés, de la lumière et cetera et cetera. Et tous ces profils-là ne sont pas encore vraiment reconnus parce qu'effectivement, il y a quand même, quelque chose, où c'est pas qu'on il y a l'image de la folie, mais en tout cas, ça va pas ça c'est pas loin, quoi. Et du coup, ça dérange parce qu'on en tout cas, en France, moi qui ai vécu aussi à l'étranger, en France, il y a encore quelque chose qui est très en retard autour de tout ça. Et on a parlé effectivement vers les années 2010-2012, il y a eu une progression énorme. Alors avec tout ce qui va avec, hein, de bien et de pas bien, à travers les réseaux sociaux, mais aussi de tout ce on a appelé les enfants indigo, les enfants cristal, et cetera, les starseeds et j'en passe et des meilleurs, mais qui pour moi effectivement sont des je vais oser dire des versions parce qu'on a tous, une version de nous-mêmes qui est différente, des versions différentes en fait de l'hypersensibilité et ou de l'autisme. Et toi, je suppose que tu en vois de plus en plus, enfin, c'est pas que tu en vois de plus en plus, mais peut-être que les diagnostics se faisant de plus en plus, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais il y en a pas plus qu'avant. C'est juste que maintenant, heu, ils sont diagnostiqués et c'est pas qu'on les enferme pas, d'abord ils parlent, ces enfants-là, parce que c'est de plus en plus, impossible pour eux de ne pas parler et de ne pas, être remarqués à l'école et cetera. Et parce que je pense qu'avant, c'était un peu comme toi où on ne disait rien. Moi, je ne disais rien. J'ai pas parlé de l'expérience de mort imminente, et cetera, parce que comme tu le dis très bien, ben, ça n'existait pas ou donc on n'en parlait pas, en fait. Et maintenant, peut-être que parce qu'aussi il y en a de plus en plus, entre eux, ils se parlent de plus en plus, ils interagissent de plus en plus et puis on fera le lien tout à l'heure avec les jumeaux, jumelles toxiques, mais on peut de moins en moins cacher ces choses-là, en fait. Donc bah, c'est intéressant parce que, effectivement, l'hypersensibilité étant très en lien parce que c'est le corollaire, on va dire, de la manipulation et de la perversion narcissique, que tu aies fait le lien entre ces deux choses-là. Parce que les profils, plus on va être hypersensible et souvent intelligent et plus on va être un profil, intéressant pour les personnes manipulatrices perverses. Parce qu'à travers la pensée en arborescence, on est beaucoup plus facilement manipulable puisque le manipulateur arrive à nous perdre à travers la pensée en arborescence et on n'arrive plus à savoir qui a tort, qui a raison. Est-ce que c'est juste, pas juste? Alors que quelqu'un qui est normo-pensant, très factuel, binaire, dans une pensée linéaire, est moins facilement manipulable. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point certains spécialistes de la manipulation et de la perversion narcissique ont pu faire le lien avec justement, alors les autistes sont moins manipulables, mais l'hypersensibilité, les hypersensibles, les zèbres, il y a eu plein de dénominations, les HPI, HP, et cetera, et cetera. Heu, il y a eu ce pendant-là, ce lien-là. Donc bah, c'est intéressant que tu aies pu faire toi aussi, que tu aies constaté ce lien-là. Mais bon, j'ai fait une grosse digression, donc je te laisse continuer. Non, parce que ce que tu dis, ça explique exactement moi dans mon ressenti. C'est que même quand j'étais, enfant, ado, jeune adulte, adulte, je sentais bien que, je vais utiliser des guillemets, j'étais intelligente, mais il y avait des fois, je me disais: «Mais je suis complètement débile». Parce que on pouvait me faire croire des choses, parce qu'on m'a fait croire énormément de choses et après, une fois que j'ai pris conscience je me suis dit: «Mais comment c'est possible qu'on m'ait autant mené en bateau?» Par exemple, par rapport à cette histoire de contexte familial, pendant longtemps, je pensais que c'était normal. Je voyais bien que c'était pas normal parce que justement, j'étais intelligente, je suis intelligente, mais en même temps, dans ce côté de ne pas poser de questions, ne pas aller gratter, et cetera, et je sentais qu'il y avait toujours ce côté, comme tu dis, de maintenant que je vais appeler une manipulation, mais que je ne connaissais absolument pas. C'était bon pour les autres. Alors ça, c'est un truc que je voudrais aussi dire, parce que je pense que quand on est très hypersensible comme moi, effectivement, je le suis, moi, pendant longtemps, j'avais des notions, on va dire, peut-être de manipulation, quelques mois, on va dire, avant de te rencontrer, mais il y avait ce côté de ça existe, mais chez les autres. C'était impossible.
que moi, je vive ce genre de choses. C'était pas possible. Il fallait pas poser de questions, il fallait surtout pas aller voir s'il n'y avait pas de la poussière sous le tapis. Et ça fait partie des choses quand je t'ai rencontré où j'ai compris qu'il y avait un tapis. Et j'ai compris que quand on allait voir ce qu'il y avait réellement en dessous, bah là, ça permettait de vraiment voir des grandes différences. Et du coup, ça va peut-être me permettre de faire le pont avec la première rencontre que j'ai eue avec toi. Je me souviens très bien du premier rendez-vous qu'on a fait. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, quoi. Ça a été quelque chose de très... ça a été vraiment un événement marquant pour moi. Bah, je te laisse expliquer. Donc du coup, tu avais vu la vidéo parce que je pense que j'avais juste écrit le livre à cette époque-là, sur, Chronique des flammes jumelles, Univers L, pour, faire le dans la langue des oiseaux, le lien avec universel, et j'avais dû faire une vidéo peut-être, enfin qui est d'ailleurs toujours sur YouTube, hein, sur, où je commençais à parler justement du lien entre, la manipulation, l'hypersensibilité et cetera. Alors le concept de la MLTC comme, il est, abouti aujourd'hui, c'était pas encore aussi fin, donc je parlais peut-être pas encore autant des jumeaux, jumelles toxiques et cetera. Mais je pense qu'effectivement, donc tu as vu cette vidéo, c'est probablement comme ça, j que tu dis, hein, tu m'as connue sur les réseaux et donc tu as pris ce rendez-vous et que s'est-il passé? C'était en quelle année déjà? Déjà, J'étais sur Nantes, je pour pense, prendre hein, la première fois de ma vie, alors déjà, pour prendre le rendez-vous, ça a été tout un combat. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, je n'arrivais pas à t'appeler. Donc tu avais fait aussi à cette époque-là une porte ouverte. Et je voulais vraiment venir te voir. Et les événements ont fait, maintenant je comprends que c'est à travers ma jumelle, mais les événements ont fait que je n'ai pas pu venir te voir. Puis je voulais prendre rendez-vous et puis il y avait systématiquement quelque chose déjà qui faisait que ça décalait. Alors juste pour faire Et un donc, petit aparté, j'avais mon cabinet en centre-ville de Nantes, voilà. tout à fait, voilà, tout à fait. Donc, quand j'ai réussi déjà à prendre ce premier rendez-vous avec toi, déjà pour une des premières fois de ma vie, moi qui suis quelqu'un d'extrêmement ponctuel, je suis quasiment arrivée en retard chez toi. J'ai eu des difficultés monstrueuses à me garer. Je ne trouvais pas de place. J'ai quasiment abîmé ma voiture en me garant pour venir chez toi. Alors qu'à nouveau, jamais eu d'accident de voiture, j'avais jamais abîmé une voiture, voilà. J'arrive complètement stressée, pas bien, obligée de filer aux toilettes parce que bah on va dire besoin d'évacuer de manière extrêmement urgente. Je pense que j'étais rouge, mais rouge de honte, de mais qu'est-ce qui se passe quoi. C'était vraiment qu'est-ce qui se passe. Et ça sur les premiers rendez-vous, je me souviens que c'était systématique. Je faisais extrêmement attention parce que j'avais eu cette expérience de premier rendez-vous qui avait été mais catastrophique. C'est intéressant parce que par rapport à, alors je ne sais pas si toi on t'avait fait cette réflexion-là ou si tu avais, baigné un petit peu dans ce genre de réflexion avec, apparemment tous les thérapeutes, hein, de ce que tu dis, tu en as vu beaucoup de plusieurs disciplines, différentes. Peut-être qu'on aurait pu te dire: «Bah, tu sais, là, c'est tellement pas fluide, ben, peut-être que c'est pas juste, quoi. Faut que tu arrêtes d'aller la voir». Parce que ça, c'est justement quelque chose que je trouve très intéressant et qui est très ancré dans beaucoup, beaucoup de systèmes de croyances, de thérapies diverses et variées. C'est que quand c'est juste, c'est forcément fluide. Donc quand c'est pas fluide, c'est que c'est pas juste. Bah, pour revenir sur ce que tu disais, justement, quand j'avais parlé, je ne sais plus à qui, de cette difficulté que j'avais eue déjà à venir te rencontrer sur cette porte ouverte que tu avais faite et à prendre rendez-vous avec toi, je pense qu'il y avait quelqu'un qui m'avait platement répondu, ah, mais c'est que ça devait pas être le moment. Et voilà. Et moi, à l'intérieur de moi, je sentais que non, non, non. J'avais déjà commencé à sentir que non, il y a un truc autre qui est en train de se passer là. Et c'était la première fois que ça me le faisait. Parce que les autres fois, j'aurais dit: «Ah bah oui, effectivement, ça doit pas être la bonne personne pour moi, c'était pas le bon moment», tout ce qu'on peut, aussi tout ce qu'on a pu me raconter. Que si c'est pas fluide, ça veut dire que ça ne doit pas se faire. Les événements, ne doivent pas avoir lieu. Comment tu as vécu du coup le premier rendez-vous, en fait? Ah bah, le premier rendez-vous, pour moi, ça a été, la confirmation de ce que je pensais et ce que je ressentais intrinsèquement depuis plusieurs années que, bah, je n'étais pas folle, déjà. Donc ça, cette sensation de soulagement de «Oh mon Dieu, c'est vrai, il y a bien quelque chose à l'intérieur de moi qui agit contre ma volonté».
non, je ne suis pas schizophrène, non, je ne suis pas folle, non, je ne suis pas paradoxale, non, je ne suis pas débile, parce que c'était tout ça, hein, que j'étais capable de me dire. Il y a bien quelque chose qui agit à l'intérieur de moi, contre moi. Parce que j'avais cette sensation de combat permanent et j'ai enfin compris que oui, effectivement, il y avait un combat à mener, mais pas contre moi-même, contre ce que tu appelles les jumeaux, les jumelles toxiques. Donc cette première rencontre, pour moi, on va dire, elle a été, tu as éclairé quelque chose que je ressentais de manière intuitive depuis des années. Bon, après, le chemin de travail, il a été, on va dire, complexe. C'est un combat pour le coup. Alors, je te coupe, Marie-Charlotte. Est-ce que, tu sais que je fais très attention à ça, justement, par rapport à tous les systèmes de croyances qu'ont créés les énergies toxiques et qui, aujourd'hui, sont utilisés dans la plupart des thérapies, mais aussi dans la vie courante, hein, et qui ont construit la dépendance affective et le fonctionnement dans le triangle victime-bourreau-sauveur. Quand tu parles de combat, tu sais que moi, mon leitmotiv, c'est, ni colère ni pardon, on est neutre. Heu, Bien entendu qu'une sortie d'emprise, que ce soit une emprise vibratoire ou une emprise réelle, c'est pas un jeu d'enfant, on s'amuse pas, c'est pas simple. Maintenant, est-ce que tu peux justement nous préciser ce que tu entends par «c'est un combat», pour qu'il y ait pas de d'amalgame, au niveau des auditeurs et qui pensent que, bah, à travers la MLTC, quand on a compris qu'à l'intérieur de soi, il y avait des énergies toxiques qui doivent, être enlevées en fait, dont on doit se débarrasser, mais qu'ils ne croient pas que on utilise une énergie de combat dans le sens, violence, colère, injuste et cetera et cetera. Oui, oui, c'est vrai que le terme de combat, il n'est pas forcément adapté. Souvent, tu pouvais parler en séance de partie d'échecs. Tu nous disais, et ce que je ressens, hein, que nos énergies toxiques, nos jumeaux, notre jumelle toxique, c'est un très grand joueur d'échecs, un très grand champion d'échecs. Et ben maintenant, il va falloir nous apprendre comment fonctionne ce champion d'échecs pour pouvoir, stratégiquement parlant, mettre nos pions à nous en termes de notre être véritable pour pouvoir le mettre échec et mat. Alors, Souvent, attention, je te coupe encore. C'est intéressant tout ce que tu dis parce que ça me permet, moi, d'aller faire attention pour démonter certaines choses, que pourraient utiliser les énergies toxiques. Je suis pas en train de dire, qu'il faut manipuler dans le bon sens du terme. La manipulation, la perversion narcissique, un manipulateur, une personne manipulatrice ou perverse, elle va essayer de mettre échec et mat dans le sens de détruire, de diviser pour mieux régner, de faire du mal, et cetera, et cetera. Là, c'est juste d'aller utiliser les outils, en fait, de l'énergie manipulatrice pour sortir de cette manipulation. C'est un petit peu comme quand on peut travailler avec les chiens, par exemple, et dire: «C'est le prédateur prédaté». Mais il y a pas de notion de violence là-dedans. C'est à un moment donné de faire comprendre effectivement, et ça peut être le cas d'ailleurs quand on sort d'une emprise, réelle avec une personne, de faire comprendre à la personne face à soi: «Attention, là j'ai compris ton jeu», dans le sens jeu de stratégie et on sait pas un amusement. «J'ai compris ton jeu, je commence à savoir y jouer moi aussi, donc tu vas moins pouvoir me manipuler, puisque je contre-manipule». En fait, c'est de la contre-manipulation. Je voulais juste faire, pareil, une petite aparté là-dessus pour que les gens ne pensent pas que j'apprends aux gens à devenir eux-mêmes des manipulateurs. ah ouais, non, non, ça c'est oui, c'est le terme que tu utilises, c'est vraiment trouver, des stratégies pour ne pas pour faire comprendre exactement ce que tu as dit à la personne ou, est-ce que tu as exactement ce que tu as dit à l'instant? J'ai compris comment tu fonctionnais et maintenant je ne te laisserai plus faire. C'est un petit peu, je sais plus si j'en parlais dans l'interview de Marie-Hélène, mais toi peut-être que c'est ce que tu fais parce que tu reçois beaucoup d'enfants en orthophonie, on va en parler tout à l'heure, mais si on parle d'autre chose que de, par exemple, de jeux de stratégie comme l'échec, ben, demain vous voulez être, je sais pas, champion de tennis, forcément vous allez aller, visionner, tous les matchs, de l'adversaire dans le sens, jeu, hein, et pas adversaire dans le sens violent.
que vous allez affronter parce que plus vous allez connaître votre adversaire, plus on connaît ses forces et ses faiblesses et donc on peut aller travailler soi-même pour essayer d'être meilleur que son adversaire. C'est ni plus ni moins que ça. C'est pour ça que le combat n'est pas un combat qui va aller chercher une mauvaise colère, de la violence et œil pour œil, dent pour dent. Oui. C'est juste, voilà, on est très clair par rapport à ça et c'est très bien de pouvoir clarifier ça avec toi, parce qu'on en a moins parlé avec Marie-Hélène au niveau de la psy, mais c'est vraiment justement tout ce travail que la MLTC permet, à travers toi au niveau de l'orthophonie et des enfants et de Marie-Hélène au niveau de la psy. Parce que justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que les énergies toxiques ont réussi à tellement vouloir mettre ça loin de soi, en créant ce: «Il faut pardonner, il faut aimer», c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, avec tes bouquets de fleurs et tout ça. Il faut aimer, il faut pardonner, il faut être dans la pensée positive, il faut envoyer que de l'amour. Non, puisque comme on l'a dit un petit peu avec Marie-Hélène, on sait que faire ça avec des personnes manipulatrices et c'est pareil pour le manipulateur intérieur qui est vibratoire, c'est lui signer un chèque en blanc pour continuer. Donc je te laisse la parole. Ah, ça me permet de faire le pont avec aussi pourquoi j'ai commencé en orthophonie, moi, à parler justement des énergies toxiques et du jumeau de la jumelle toxique, parce que je voulais que les enfants et leurs familles en face de moi aient ce soulagement, cette que moi j'ai pu ressentir quand pour la première fois tu m'as parlé du jumeau de la jumelle toxique. Donc moi chez les enfants, je vais appeler ça les cliquineurs, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas eux le problème et qu'il y a des moyens de, comme tu dis, contre-manipuler leur kikineur. Souvent, ce que tu donnais aussi en séance comme image et que moi j'utilise beaucoup avec les enfants, c'est l'image d'un jardin. Où nous, à la base, on est censé avoir un très beau jardin, sauf qu'il y a des ronces. Et les ronces à l'intérieur de notre jardin, c'est ce que j'explique aux enfants, il faut apprendre à les mettre dans un coin, voire à les enlever. Parce que sinon, une ronce fait son travail de ronce, elle vient tout manger dans le jardin. Et ça permet aux enfants et à leurs familles de comprendre aussi que certains fonctionnements alimentent ces ronces. Et en plus, comme tu le disais aussi, je rencontre de plus en plus, moi, au niveau de ma pratique, on va dire, depuis une dizaine d'années, des enfants qui ont un diagnostic de TDAH, qui ont cette étiquette d'hypersensibilité. Heureusement, maintenant, on en parle plus. Et pour qu'ils comprennent que non, ils ne sont pas fous, non, ils n'ont pas un problème et qu'il y a des choses, il y a des moyens concrets, parce que c'est ça aussi la MLTC, c'est des moyens concrets, factuels et pour certains qui sont simples, de faire autrement et trouver des stratégies pour s'en sortir. Et là, on est dans la MLTC, tu vois, qui est plus dans le côté, psy. Mais est-ce que tu peux faire le lien puisque, bah, je suis en train de te former aussi pour, ben, ce que les gens peuvent voir sur mon site internet et que je faisais avant et que là, j'ai arrêté parce que je trouve que j'avais moins besoin de le faire, mais ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est, libération du fascia, puisque la MLTC, ça concerne le fascia, hein, le tissu conjonctif, la libération du fascia à travers le massage des méridiens et que je suis en train de donc je suis en train de te former pour que tu puisses faire ça. Est-ce que tu peux nous faire le lien justement aussi, avec toi en tant qu'orthophonie? Il y a quelque chose de mécanique aussi, dans l'orthophonie et donc le fonctionnement du corps. Et ce que tu sens toi, d'efficacité depuis que tu utilises la MLTC, en tout cas, tu parles de la MLTC avec tes patients, que tu peux l'utiliser dans le sens où tu peux conseiller peut-être un travail avec Marie-Hélène, avec moi, et cetera, et cetera. Qu'est-ce que tu sens toi d'effet? Bah, déjà au niveau de la posture, et ça c'est des choses que j'ai pu moi ressentir aussi physiquement parlant, quand il y a des soins avec toi, physiquement parlant, on sent qu'il y a des choses qui changent en termes de posture, en termes de vision, mais vision physique, hein, en termes d'audition. Je me souviens de séances avec toi ou de soins que tu as pu me faire où après, je voyais les choses différemment, mais physiquement parlant. Je ressentais mon corps différent, je me ressentais plus légère, je me sentais assise différemment. Et ça, c'est quelque chose que je note aussi
chez leurs enfants quand il y a aussi des soins avec toi et avec Marie-Hélène, c'est que ils sont assis, leur posture change, leur la cage thoracique se redresse, les épaules se mettent dans une position qui est beaucoup plus normale. Ils sont beaucoup moins courbés vers l'avant avec cette oppression qui peut se créer au niveau de la cage thoracique. Et donc forcément, même physiquement parlant, il y a des choses qui bougent. Je me souviens d'un petit garçon qui avait beaucoup de tics au niveau physique, au niveau facial. Et bah, une fois qu'il a commencé ce travail, et ben, il y avait plus ces tics au niveau faciaux. C'était complètement parti. Il y avait des choses qui s'étaient rétablies au niveau de la mâchoire. Il y avait vraiment, physiquement parlant, une amélioration. Est-ce que tu as la Donc c'est sensation avec, là on parlait des adultes, mais quand tu parles des kikineurs aux enfants, par exemple, que ça peut les soulager aussi de se dire: «Bah, OK, je suis» bah, comme toi ton histoire, hein, où tu t'es sentie beaucoup, coupable et cetera, ou, bizarre ou folle ou est-ce que tu as la sensation que le fait de dire, bah, tu sais, à l'intérieur de toi, il y a des énergies, enfin, il y a comme un autre toi-même mais, qui t'enquiquine et qui peut faire que, même si tu as pas envie, tu vas te mettre en colère ou tu vas vouloir tout casser ou au contraire, tu te mets en boule dans un coin et tu n'oses rien dire alors que on te fait de la peine et cetera et tu sens peut-être qu'à l'intérieur de toi, c'est plus fort que toi, bah, ce kikineur-là, est-ce que tu sens qu'en parlant de ça avec les enfants, il peut y avoir aussi une espèce de profond soulagement et «OK, je comprends que c'est pas moi, je suis pas responsable de ça», sans parler de culpabilité, mais je suis pas responsable, donc OK, maintenant je on va me donner des outils, on va me donner une boîte à outils pour pouvoir faire que, bah, ce kikineur-là, je puisse, bah, m'en éloigner ou faire qu'il soit de moins en moins puissant et il m'enquiquine de moins en moins, en fait. bah, les enfants, ils le comprennent assez rapidement, hein. Pour les enfants que je rencontre, bien évidemment, il y a des exceptions, mais de manière générale, pour eux, ça leur semble ils acceptent cette idée-là assez facilement parce que ça les soulage, en fait. Ça les soulage comme moi, j'ai pu ressentir ce soulagement quand tu m'en as parlé. Après, il y a besoin de ce travail avec Marie-Hélène pour les parents, pour pouvoir aller plus loin au niveau de la compréhension du fonctionnement de ces énergies toxiques-là. Mais oui, oui, bien sûr, ça les soulage, moi je dirais quasiment instantanément, de manière très rapide. Et après, oui, oui, tout l'entraînement, parce que c'est un vrai entraînement, de l'esprit, hein, de changer de système de croyance et c'est effectivement après avec, notamment les parents, quand il y a des enfants, mais aussi, pour soi-même, hein, quand on est adulte et tu dois recevoir des adultes aussi, je suppose. Mais de faire cet entraînement de l'esprit, alors avec toi après à travers l'orthophonie ou avec Marie-Hélène ou avec moi, effectivement de ne plus être dans, «C'est moi, c'est ma faute», tout voir dans le prisme du victime bourreau sauveur. Je pense que le concept, probablement de la MLTC qui est le plus important, c'est de ne plus penser, de ne plus projeter à travers le triangle victime bourreau sauveur et la dépendance affective. Oui. Oui, oui, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose, que à nouveau, les enfants, ils comprennent bien que ces kikineurs qui peuvent nous faire être dans le côté victime, dans le côté bourreau, dans le côté sauveur pour faire plaisir, et cetera. Pareil, c'est des choses, ils comprennent assez rapidement. Et donc par rapport au massage des méridiens, donc comme tu disais, j'ai commencé effectivement la formation avec toi parce que d'une, je voulais aller plus loin et revenir sur des choses à la base. À la base, et c'est aussi la base en orthophonie, hein, on parle du corps à la base. Et en MLTC, à la base, on parle d'énergies toxiques qui sont dans le corps. Donc moi, j'avais vraiment envie d'aller dans cet aspect-là aussi de physiquement parlant, mécaniquement parlant, venir décristalliser les tissus, venir faire casser ces cristaux pour que déjà physiquement parlant, il y ait des choses qui lâchent pour que moi, après, en séance, bah, je sois plus efficace, que je sois plus à travailler avec quelqu'un dont le corps va être assoupli, donc une meilleure posture, donc
une meilleure respiration, donc moins de pensées en arborescence, donc bah, plus d'efficacité tout simplement. Alors, est-ce que c'est vraiment moins de pensée en arborescence ou, une pensée en arborescence justement qui est le super pouvoir des hypersensibles et qui fonctionne hyper bien parce que, elle n'est pas altérée par, les énergies toxiques? Oui, une pensée en arborescence plus juste, Voilà. effectivement, oui, oui. Et est-ce que tu peux donner je m'en rappelle plus, mais je le trouve très intéressant à chaque fois que tu nous en parles, la façon dont tu expliques aux gens l'interaction entre toi, Marie-Hélène, moi et cetera et cetera? Oui, je parle souvent d'entreprise de jardinage. Donc je parle d'entreprise de jardinage parce que pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Toi, tu vas venir nettoyer au niveau de la terre qu'est notre corps. Tu vas nettoyer la terre au niveau des énergies toxiques pour que moi et Marie-Hélène, on puisse, comme un jardinier va donner, par exemple, Marie-Hélène va être le jardinier qui va donner les conseils pour l'entretien de telle plante, de à tel endroit il faut planter telle essence de plante, à tel endroit il faudrait enlever ça, il faudrait déplacer. Donc elle va donner les conseils d'entretien du jardin. Et puis moi, avec les enfants, bah, je vais passer la tondeuse. Et puis je vais planter des graines. Et que si on ne fait pas ce travail global de déjà nettoyage de la terre, parce que si on ne nettoie pas la terre, on aura beau avoir les meilleurs conseils d'entretien du jardin du monde, on aura beau avoir les meilleures graines à planter dans son jardin, ça ne poussera pas. Et vraiment, on travaille comme une entreprise de jardinage. Donc c'est vraiment comme ça que je l'explique. Il y en a une qui nettoie la terre, l'autre qui donne les conseils pour s'occuper de son jardin, quelles essences, qui fait l'élagage des arbres, des fois je vais dire ça. Et puis moi, je vais venir passer à la tondeuse et planter des graines. Et est-ce que tu as eu des retours aussi de personnes, d'enfants par exemple, qui ont pu faire, des canipsychos? Ou Oui, des oui, bien sûr. Furirooms ou des ateliers joie véritable, tu vois, d'autres types de d'ateliers ou de soins ou de techniques de travail à travers la MLTC? Oui, et ça a été donc par exemple pour, je pense à la personne qui avait fait l'atelier de joie véritable, ça avait vraiment été déjà un moment où on vit la MLTC de manière extrêmement ludique, où on renoue avec cette joie de l'enfant, mais une joie qui va être juste, pas une joie dans l'excitation. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué avec cette personne-là, et il avait pu me dire, mais je me suis sentie bien, je me suis sentie joyeux, mais j'étais pas montée dans les tours, j'étais pas excitée comme j'aurais pu l'être quand avant je jouais avec d'autres personnes. C'était une vraie joie nourrissante. Et pour ce qui est des canines psycho, oui, c'est vrai que le travail avec les chiens, ça permet vraiment de mettre en évidence des fonctionnements à travers nos kikineurs, à travers nos énergies toxiques. Puis c'est les animaux qui vont les mettre en évidence. Et donc, il y a cette compréhension, et ça, les enfants, ils le comprennent très vite. L'animal n'est pas là pour juger. L'animal n'est pas là pour culpabiliser. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Il montre un fonctionnement. C'est un baromètre. Et ça, c'est vrai que le jeune qui avait fait le canipsycho, il avait pu me le dire, c'est je peux pas me mettre en colère contre le chien quand il va venir, par exemple, montrer quelque chose. C'est un chien, il fait son travail en fait. Il réagit et il n'y a pas de, je peux pas me mettre en colère par rapport à ça. Par contre, si ça avait été maman qui me l'avait dit ou si ça avait été toi qui me l'avais dit, à travers mon kikineur, je l'aurais mal pris. Mais là, vu que c'était avec un chien, pourquoi enfin, ça ne, je me suis pas mis en colère. Bon, bah, j'ai bien noté tout ça, mais je réalise, Marie-Charlotte, que, en fait, on est passé direct, effectivement, de ton expérience de soins avec moi à ta pratique et à la transmission, à l'utilisation de la MLTC et de ce système-là, à travers l'orthophonie. Mais on a oublié quand même quelque chose d'important, c'est comment, bah, tu es devenue praticienne MLTC, une de mes élèves, que tu continues d'ailleurs à te former, que tu commences à aller même dans le côté, utilisation de ce travail-là à travers les chiens puisque tu essayes d'apprendre beaucoup de choses, à travers moi et mes chiennes qu'est-ce que c'est qu'un chien thérapeute? Comment ça fonctionne? Comment on peut les lire à travers le fonctionnement et les énergies en lien avec, les énergies toxiques et cetera. Est-ce que tu peux juste nous dire peut-être pour finir l'interview, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es devenue, une de mes élèves et que tu continues?
Alors il y a, dans toutes les choses que tu avais mises en place, donc moi je faisais des soins avec toi, je faisais régulièrement des ateliers, il y avait eu les groupes de parole aussi à une époque et avec les ateliers, je sentais que j'avais envie d'aller plus loin, que ce que je pouvais moi apprendre au niveau personnel, il allait falloir par honnêteté intellectuelle aussi que je puisse le transmettre au niveau professionnel parce que je ne voyais pas comment faire autrement. Et pour moi, ça a été vraiment, je pense qu'on avait dû t'en parler lors d'un atelier en te disant: «Mais Sandrine, vous ne voulez pas, bah, qu'on puisse être plus pro par rapport à la MLTC pour qu'on puisse justement proposer cette approche-là, aux personnes en étant carré, en fait. En étant carré, en étant beaucoup plus dans la matière». Et pour moi, ça a été un travail c'était une forme d'évidence, en fait, hein. C'est que si je ne faisais pas aussi ce travail-là, donc personnellement parlant, bien sûr, mais aussi professionnellement parlant, j'étais malhonnête, j'étais incohérente. Je n'allais pas jusqu'au bout de ce que j'étais capable de de donner, et d'apprendre aux personnes. En fait, c'est un peu ce je pense que disait Marie-Hélène où, elle voyait la limite de la psychologie clinicienne telle qu'elle l'avait appris et qu'elle voyait toutes les incohérences et que si elle avait pas les outils à un moment donné pour pouvoir, bah, effectivement avoir une vision psy, en incluant la vision MLTC, ben, ça tournait un peu en rond et qu'elle aidait pas vraiment les gens, en fait et C'est exactement ça. ouais, effectivement, c'est enfin, pas poussé parce que je l'ai fait, parce que j'avais envie, enfin, je sentais que c'était juste aussi, mais c'est effectivement, une je pense une dizaine de personnes à l'époque qui m'avaient demandé: «Mais vous feriez pas une formation pro parce qu'on serait intéressés pour aller plus loin et cetera?» Et c'est comme ça et c'est intéressant parce que à la base, quand j'ai fait la formation pro, il devait y avoir une dizaine de personnes et puis, bah, à la finale, vous vous êtes retrouvés à 4. Et c'est intéressant effectivement parce que ça les énergies toxiques sont très douées à un moment donné pour faire que, bah, des personnes ne vont pas jusqu'au bout, bah, comme elles ont essayé de faire avec toi, hein. Tu décrivais très bien avec ton premier rendez-vous. Si jamais elles ne pouvaient ne pas y aller, ça c'est la jumelle de Marie-Charlotte qui parle, si jamais elles pouvaient ne pas y aller, ça m'arrangerait parce que sinon je pense que je vais un petit peu, être mise sous le projecteur. Ça ne m'arrange pas du tout. Et alors, comment tu peux décrire, enfin pas décrire en détail parce qu'on décrit pas une formation pro, mais ce que ça t'apporte et les dépassements que ça te permet de vivre et cetera et cetera? Parce que vous continuez maintenant, à faire une formation, on va dire, permanente un peu? Ce qui me semble un peu, primordial quand on fait ce genre de travail-là, mais comme en psy ou autre, on a des supervisions, en tout cas les bons psys sont en supervision, quasi de façon permanente parce que ça évolue aussi et le monde évolue, les gens évoluent et cetera et cetera et comment toi tu te sens où tu te sens où comment tu te sens aujourd'hui par rapport à, bah, il y a quelques années, en fait? Même toi en tant que maman et en tant que professionnelle et dans ta vie de façon générale? En orthophonie, on a la grande chance de pouvoir choisir les outils thérapeutiques, les approches qui nous semblent être nécessaires, les plus adaptées à la personne qu'on a en face de nous. Certains orthophonistes vont utiliser l'hypnose, d'autres vont utiliser l'art-thérapie, d'autres vont utiliser les réflexes archaïques, Padovan, la méthode Gelbert, bref, que sais-je. Moi, mon approche, c'est la MLTC. Et ça a révolutionné ma pratique. Pourquoi? Parce que ça prend le patient dans sa globalité. Au lieu de voir le patient uniquement à travers son problème d'orthographe, de dysorthographie, de dyslexie ou de dysphasie, bah, bien sûr, on prend en compte, parce que ça fait partie enfin moi, ça fait partie de mon métier, mais on prend aussi en compte tout ce qu'il va y avoir à côté. Le côté corporel, le côté psychologique, l'alimentation, le sommeil, la posture, et ça permet vraiment d'avoir, bah, cette approche globale qui, je trouve, moi en tout cas, me manquait en tant qu'orthophoniste. Parce que j'étais peut-être que c'était moi, hein, mais en tout cas, j'étais, je trouve, coincée avec «Ça, c'est pas mon champ de compétences, ça ne me regarde pas, ça». Alors, bien sûr qu'il y a des choses, je suis orthophoniste, je reste orthophoniste, je ne dépasse pas non plus ma profession, mais j'apporte des outils de compréhension. Et aussi, donc comme je disais, l'orthophonie, moi, c'est quelque chose c'est un métier que je veux faire depuis super longtemps, depuis que j'ai une dizaine d'années,
l'âge, à auquel pardon, mon grand-père a fait donc son grave accident a eu son grave accident. J'ai toujours voulu faire de l'orthophonie de manière double, dans le sens, avoir ce côté orthophonique très terre à terre, très concret, on est vraiment dans la matière, mais avec une approche qui va être autre. Pendant longtemps, je me suis demandé si ça allait pas être la kinésiologie ou d'autres choses et en fait, je me suis aperçue que ça me correspondait pas vraiment et la MLTC, ça permet vraiment de faire le pont entre le corps, la matière, notre réalité physique et tous les autres pans de notre existence, dans le côté psychologique, comme je disais, alimentaire et cetera. Et aussi, ce dont je me suis aperçue avec, l'approche MLTC, c'est que les gens qui vont c'est pour ça d'ailleurs que j'amène les gens, à consulter en psycho avec Marie-Hélène et avec toi aussi, c'est que ça facilite mon travail, ça c'est un déclencheur, c'est un accélérateur de progrès, mais qui est dément. Je pense à un enfant avec des troubles attentionnels, mais vraiment, troubles attentionnels extrêmement forts avec médicamentation et cetera. Bah, le fait d'avoir travaillé avec toi, il y a plein de choses, plein de fonctionnements qu'il avait qui se sont éteints et donc on pouvait vraiment travailler en vrai en séance. Parce qu'il y avait pas ce côté d'agitation perpétuelle, d'être en permanence dispersé, d'être en permanence envahi par le mouvement, l'agitation et cetera. Je repense à ce jeune aussi dont on parlait là avec le canipsycho qui, grâce au canipsycho, comme il a pris conscience que certains fonctionnements, bah, c'était pas lui et que ça avait été montré par les chiens, donc par quelque chose de neutre. Un chien, il est pas là pour juger, il est pas là pour pour donner des leçons, ce genre de choses, il est pas là pour rabaisser, humilier. Bah, ça fait que moi, en séance, ça lui a permis de comprendre que quand je lui faisais une remarque, un retour, donc quelque chose de neutre, c'était pas pour l'embêter, le juger, le rabaisser et cetera. C'était vraiment pour lui montrer: «Ah tiens, là, regarde!» Un éclairage, en fait. «Tiens, là, regarde, ça, c'est ton petit Kinnor qui te fait penser comme ça». Donc forcément, la rééducation, elle est beaucoup plus simple, elle est beaucoup plus fluide. Je pense à une autre personne qui venait pour, des problèmes de mémoire et de voix aussi. Donc on avait travaillé, le double aspect et bah, grâce aux soins, à cette approche-là, à ce qu'on a pu mettre en place avec toi et avec Marie-Hélène et bah, au lieu d'avoir passé 1 an à essayer de résoudre son problème, d'améliorer son problème de mémoire et bah, en, allez, 6 mois, elle avait noté déjà une amélioration qui était, mais alors bien meilleure. Au niveau de la voix, franchement, en 4-5 séances, il y a des choses qui étaient acquises. Pareil, ça me fait penser encore à une autre personne là, on en est à pas beaucoup de séances, on a dû en faire peut-être, je sais pas, 4-5. Et comme les exercices que je lui propose, bah, elle les a intégrés dans son quotidien et que physiquement parlant, elle est beaucoup moins crispée, tendue, elle est beaucoup moins dans ce fonctionnement dans le triangle et bah, elle a progressé incroyablement et au bout de 5-6 séances, là, on parle déjà d'arrêter la rééducation au niveau vocal parce qu'elle n'en a plus besoin et elle ressent que sa voix, elle est meilleure, qu'elle ne la perd plus, qu'elle a une voix qui est beaucoup plus ample et cetera. Donc c'est vraiment un accélérateur de, de progrès. Parce que moi, vraiment clairement, en orthophonie, là, les rééducations qui durent 4-5 ans, parce que c'est ça un peu des fois l'orthophonie, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête. Bien évidemment qu'on se met des objectifs, on est d'accord, hein. Mais il y a des fois où un objectif est fini, on en trouve un autre et ça peut faire des rééducations qui sont vraiment longues et bah là, j'arrive à faire des rééducations qui sont beaucoup plus courtes parce que plus efficaces. Parce que sur un terreau qui est vraiment assaini, meilleur et avec une compréhension du fonctionnement de ces énergies toxiques qui facilite l'intégration des nouveaux schémas, des nouveaux comportements. Eh ben, écoute, je te remercie pour cet échange qui leur permettra d'avoir une vision de l'orthophonie qui peut être, différente à travers ce prisme-là. Est-ce que, je peux me permettre de dire, si des gens sont intéressés, que tu travailles éventuellement en visio et cetera? Ou est-ce que ça concerne que certains cas? Parce que je sais que l'orthophonie, vous êtes tellement peu, il y a tellement de délais. Si à l'écoute de ce podcast, il y a des personnes qui sont intéressées pour te contacter, est-ce que de toute façon, tu es sur Doctolib, hein, est-ce que c'est possible éventuellement? Comment tu fonctionnes?
pour ce qui est du mode de fonctionnement, donc bien évidemment, tu as raison, ça va dépendre des cas, ça va dépendre des situations. Pour le bilan, on est obligé de le faire en présentiel. Mais après, il y a plein de situations après en rééducation que je peux traiter aussi en visio. Je suis beaucoup plus maintenant dans l'accompagnement parental. J'en faisais bien évidemment déjà avant, hein, mais là maintenant j'ai vraiment cette volonté de d'aider les parents pour aider l'enfant. Donc ça, c'est des choses qui se font bien évidemment par téléphone et d'aider bien sûr les enfants. Oui, en séance en visio, pour moi, c'est pas un problème en fonction des situations. Parce que bien évidemment, il y a des enfants, il y a des parents qui ont besoin du côté relationnel présentiel. Donc en fonction des situations, je peux tout à fait effectivement m'adapter en visio. Ça roule. Bon, bah, de toute façon, si vous voulez plus d'informations par rapport au travail de Marie-Charlotte, donc Marie-Charlotte Ténier, Tesnier, vous la trouverez sur internet sur Doctolib. Elle exerce en Loire-Atlantique, à côté de Pornic, dans la région de Pornic, puisque bientôt tu déménages, je pense. Et puis, bah, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. On se retrouve, très bientôt pour, d'autres podcasts, une autre interview et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous aurez écouté le podcast.